Bonjour Caroline, Bonjour! comment tu vas? Ben, je me sens fébrile, contente, curieuse d'être sur l'appel avec toi en ce moment pour partager avec toi, puis avec cette communauté sur YouTube pour connecter. C'est super gentil en tout cas d'avoir répondu à mon appel, de donner de ton temps pour cette belle entrevue, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Tu nous appelles d'où Caroline? Je suis à Victoriaville, dans la province de Québec, au Canada. Super. Caroline, je vais te laisser, je vais te laisser te présenter, présenter ton activité et surtout nous raconter ton chemin qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui. Et je sais à quel point il est beau. Donc, je te laisse te présenter. Alors, je suis Caroline Dupré, entrepreneur avec mon entreprise Dialogo Communiquant en Relation, que j'ai démarré en 2015 dans un processus où j'ai eu vraiment envie de contribuer au changement social à ma façon. Puis ces semences-là ont été plantées bien avant 2015, en fait, parce que je suis devenue mère à l'âge de 22 ans, en 2002. Puis c'est particulièrement en 2004, lors de la naissance de ma fille, qui a maintenant aujourd'hui 18 ans, que j'ai réalisé, avec mon fils qui avait 2 ans, à quel point que je ne savais pas communiquer. Ça a été un choc pour moi, puis une prise de conscience, comme vous dites les Français, de ouf. Comme un aha moment, comme dit Oprah, un moment une prise de conscience, de grande clarté, de réaliser à quel point que j'avais pas appris à communiquer avec bienveillance, communiquer de façon à ce que l'autre ait le goût de collaborer. J'avais pas appris non plus à identifier les émotions, les reconnaître et être en lien avec mes enfants qui vivaient pleinement les émotions à tous les jours, plusieurs fois par jour, en étant dans l'accueil. J'ai réalisé que faire cet exercice-là, malgré l'amour que j'avais pour eux, était teinté de défis parce que j'avais peu de connaissances et de compétences. Puis, juste un rappel culturel, en 2004, je n'avais pas accès à Internet, à Facebook, dans mon quotidien pour avoir accès au bout des doigts à de l'information ou à partager avec d'autres mères, d'autres parents. Donc, j'ai choisi de commencer à me former à partir de 2005 pour développer des connaissances, des compétences. Puis j'ai découvert dans mon processus la communication non violente. Puis quand j'ai fait cette découverte, puis que j'ai commencé à me former, ça a été hyper clair pour moi. J'ai choisi de m'engager dans cette démarche d'apprentissage, dans ce processus de reconnexion à moi-même pour contribuer à vivre plus de paix dans ma vie, plus d'harmonie puis d'intégrité dans ma vie. Humblement, parce que je suis aussi humaine, parce que je suis en processus d'apprentissage à tous les jours. Puis une des grandes découvertes, ça a été de découvrir que moi aussi, j'avais besoin d'empathie. Et j'ai appris que je peux m'en donner. J'ai appris l'auto-empathie, puis ça a fait toute la différence dans ma vie parce que je reviens dans ma responsabilité, je reviens dans mon pouvoir, dans ma capacité à accueillir mes propres émotions, ce qui amplifie ma capacité à accueillir les émotions des autres. Je Waouh! m'arrête là dans ce bout de l'histoire qui m'a mené en fait à avoir le goût de transmettre ses compétences aux autres. Oui, c'est un chemin personnel d'abord. Donc, tu as accumulé des connaissances, des compétences, toi personnellement, pour tes enfants, en priorité pour toi et tes enfants. Et puis aujourd'hui, tu offres tes services pour les autres. Et ça, comme quoi, tout part de nous d'abord.
Et tout part de notre propre expérience personnelle. Oui, c'était vraiment clair pour moi que ce processus d'apprentissage, c'était d'abord pour moi, pour me permettre de vivre plus de confiance dans mon rôle de parent, puis prendre soin de moi de manière à être bienveillante envers moi, plutôt que d'avoir un dialogue intérieur de dureté. Puis apprendre à transformer ça pour m'accueillir. Ce que je n'avais pas appris de mes propres parents ou dans mon éducation parce qu'il n'y avait pas accès à ces connaissances et ces compétences-là, puis c'est OK. Puis pour moi, c'est plein de sens de contribuer à transmettre ça. Parce que je vois tout l'impact que ça peut avoir à la fois pour les gens qui suivent des formations ou des accompagnements avec moi, à quel point que ça leur apporte de la clarté et que ça leur permet de revenir à leurs ressources intérieures, dans leur pouvoir. Donc, tu nous parles de communication non violente, tu nous parles surtout d'empathie, tu nous parles d'accueillir nos émotions. Je pense que tout ça, ça nous manque cruellement, il faut le dire. On en parle depuis récemment, je pense. C'est vrai que tu parles de tes parents, on parle des générations un peu plus anciennes, même nous, on ne nous a jamais appris à accueillir nos émotions, on ne nous a pas appris à être vraiment à être à l'écoute au final de nous-mêmes, de ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est une communication envers les autres et envers soi-même qui nous manque cruellement. D'ailleurs, ça manque cruellement dans notre société d'aujourd'hui. Et toi, tu mets le point là-dessus. Tu mets le doigt là-dessus et tu réapprends à communiquer. Oui. Puis en partant de soi, de faire le choix de communiquer avec authenticité. Puis juste là, j'ai envie de clarifier qu'est-ce que c'est de l'authenticité de mon point de vue, puis dans ma perspective. L'authenticité, c'est nommer ce que je ressens. L'authenticité, c'est aussi être vulnérable, c'est-à-dire être vrai, puis nommer ce qui m'habite comme émotion. Et choisir dans cette authenticité-là de me réapproprier les pensées de jugement que je peux avoir sur moi-même et sur les autres, parce que ça fait partie de l'humanité, d'en prendre responsabilité pour les transformer en expression honnête de mes besoins, de ce que je veux davantage vivre en positif, de manière concrète, puis ce qui est important au fond pour moi. Parce que peut-être avez-vous réalisé dans votre vie ou pas que exprimer des critiques, des jugements, blâmer les autres pour les émotions qui nous traversent, ça donne pas le goût aux autres de collaborer. Puis ça crée au contraire une énergie d'attaque-défense qui permet pas de vivre de la connexion ou une qualité de connexion qui est riche, qui est empreinte de vérité, d'humanité. Donc, quand je vois l'impact pour moi, dans ma vie, puis pour les gens que j'accompagne, d'intégrer ces compétences d'empathie en prenant responsabilité des jugements pour les transformer en expression honnête. De mon point de vue, ça, c'est une manière de vivre la paix. Puis ça a du sens. Ah oui, un grand mot dont il nous manque cruellement à l'intérieur et à l'extérieur. Parlons de la communication non violente. Qu'est-ce que c'est? Oui, avec plaisir. Donc, la communication non violente a été créée par Marshall Rosenberg, qui est un homme curieux, un pédagogue inspirant, qui, dans sa jeunesse, s'est posé des questions fascinantes. De mon point de vue, il s'est demandé qu'est-ce qui fait que les gens sont capables de tant de dureté, de tant de violence les uns envers les autres, dans un contexte où il vivait à Détroit, puis il voyait
autour de lui, dans sa communauté, des conflits, à la fois en tant qu'étudiant à l'école ou parce qu'il portait le nom de Rosenberg, recevait des coups de poing dans la cour d'école, et à la fois dans des conflits citoyens, puis dans un contexte de conflits sociaux qui étaient présents autour de lui, puis qui faisaient en sorte qu'il y a des moments où il ne pouvait pas aller jouer dehors. Alors, il s'est posé aussi une autre question. Il dit, qu'est-ce qui fait que les gens sont capables aussi de tant de bienveillance et de soins en voyant son oncle et sa mère prendre soin de sa grand-mère qui avait de la perte d'autonomie, si je peux dire ça dans ces mots-là, sans décrire tout le contexte de santé. Donc, il était aussi témoin de gens capables de donner, capables de bienveillance. Puis ça, c'est des questions qui l'ont suivi dans son parcours personnel et professionnel, qui a fait en sorte qu'il a eu le goût de créer la communication non violente, inspirée d'approches de Carl Rogers, qui était accessible davantage pour les professionnels. Et puis, il s'est mis à enseigner ça autour de lui, à faire des formations, puis à faire la médiation dans des communautés où il y avait des conflits depuis des dizaines d'années. Puis entendre ces capsules sur YouTube, ça m'a touchée profondément. Vous pourrez aller les découvrir. Puis j'ai choisi de m'engager entre 2012 et 2017 dans le processus d'apprentissage de la CNV ou communication non violente ici au Québec, avec une communauté en expansion, en émergence, puis dans des programmes sur 1 an pour vraiment me muscler. Parce que dans le fond, la communication non violente, c'est essentiellement découvrir que les besoins humains fondamentaux sont universels et que toute pensée, toute parole, toute action, toute non-action, toute non-pensée sont des stratégies pour nourrir des besoins. Donc, toute cette conscience qui est, au fond, pour moi, puis peut-être pour vous, un changement de paradigme, c'est-à-dire que ça demande de penser autrement ou de changer de perspective sur soi, sur ce qui se passe dans notre vie, sur les comportements des autres qu'on aime moins. De voir que, cette personne-là est en train de dire ses paroles parce qu'elle tente de nourrir un besoin. Dans ma perspective, ça change le monde. Ça change mon monde, en tout cas. Puis de développer des compétences basées sur l'empathie, sur la capacité de se relier aux besoins chez soi et chez les autres, puis de mettre ça au cœur de notre communication, au cœur de la connexion entre nous. Donc, connexion, ça veut dire être en lien, pour le vivre avec plus de bienveillance. D'ailleurs, par rapport au contexte actuel, la communication non violente est nommée en anglais compassionate communication. C'est aussi nommé communication consciente. Au Québec, il y a plusieurs formateurs certifiés qui le nomment comme ça pour que ça soit plus doux ou accessible pour les gens. Moi, je le nomme communication bienveillante parce que pour moi, c'est doux puis plein de sens de veiller au bien de chacun dans nos communications. Qu'est-ce que ça a fait de m'entendre? Mais pour moi, c'est important. Tu sais, tu parles de comme un peu shifter et pour moi, c'est comme prendre un pas de recul quand tu as une altercation ou quand il y a une situation. Tu prends un pas de recul et là, tu dis, OK, la personne en face de moi, elle réagit comme ça. Quel besoin elle a de nourrir? Quel besoin elle a à nourrir à ce moment-là? S'il y a de la colère, s'il y a de la frustration, s'il y a ce genre de choses-là, c'est un besoin, il y a un besoin derrière. Et faire un pas de recul, et tu sais, c'est comme si tu voyais, tu sais, comme dans les films où la caméra recule, où tu prends conscience de toute la situation, ça désamorcerait quand même beaucoup d'altercations à ce moment-là, beaucoup de situations non expliquées, des non-dits, ce genre de choses-là. C'est la communication non violente. Pour moi, on devrait l'apprendre dès à l'école.
Mais ça viendra, je pense, un jour. Et c'est fou comme un pas de recul peut vraiment améliorer certaines relations, clairement. Mm. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le pas de recul. Et pendant ce pas de recul, avec quelle intention est-ce que je choisis de me regarder et de regarder l'autre? Peut-être que c'est cette conscience qui peut faire toute la différence. Parce que si à l'intérieur de moi, j'ai des pensées de l'autre a tort, c'est moi qui ai raison, le pas de recul va servir à alimenter cette pensée-là, puis à me permettre de voir toutes les situations où je trouve que l'autre a tort. Puis ça, vous n'avez pas besoin de suivre de cours pour penser à ça. Je suis certaine que même sans le demander, vous ne dites pas « Ah, j'aimerais voir toutes les facettes où l'autre a tort de mon point de vue. » Non, ça vient automatiquement sous forme d'argumentation intérieure. Mais bref, dans quelle intention est-ce que je choisis d'être quand je fais ce pas de recul? Parce que quand je fais ce pas de recul avec une intention de conscience, d'ouverture, une intention de garder mon cœur ouvert, ça se peut que ça m'amène à voir que j'ai besoin d'empathie. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai peu d'espace pour être en capacité d'identifier mes propres sentiments puis mes besoins. Ce sont des pensées qui prennent le dessus, avec un rythme de pensée accéléré. Puis ça se peut que mon rythme cardiaque soit accéléré, puis je ne m'en rende pas compte. Donc, dans ce pas de recul, choisir de respirer, de me donner de l'empathie, c'est-à-dire de me dire, OK, juste là, je dois avoir des besoins comblés. Je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, il y en a plus qu'un. Puis, puis prendre responsabilité de ce besoin-là pour voir, OK, c'est quoi mes choix? Est-ce que j'ai de l'espace pour me donner de l'empathie? C'est-à-dire être en lien avec ce que je vis, ce que je ressens, plutôt que ce que j'en pense. Puis ça, c'est un muscle qui se développe, qui se pratique, comme tout apprentissage. Donc, dans mon expérience personnelle, des listes de sentiments et des listes de besoins, il y en avait partout dans ma maison, sur le frigidaire, sur la table de nuit. Il y en avait un peu partout sur mon bureau pour me soutenir à apprendre à mettre des mots sur ce que je ressens. Puis, peut-être que pour vous, c'est encore nouveau faire ça. J'ai été fascinée d'entendre dans le livre audio de Brené Brown, Atlas of the Heart, qui est présentement que disponible en anglais, dire que lors de son étude scientifique sur 7000 personnes, elle a demandé aux 7000 personnes le nombre d'émotions qu'ils ont ressenties, qu'ils étaient capables d'identifier. Et la moyenne sur 7000 personnes est de 3 émotions. Happy, sad, angry. Donc, content ou heureux, triste, en colère ou fâché. Donc, est-ce que ça se peut que le vocabulaire émotif, c'est encore quelque chose de nouveau pour nous en tant que société, puis en tant qu'individu? Donc, qu'est-ce que ça prendrait pour se donner un espace d'apprentissage pour se nommer avec plus d'authenticité? Puis d'abord pour soi. En tout cas, pour moi, ça a du sens de le faire pour soi. Pour voir que, dans le fond, mes sentiments m'indiquent que j'ai des besoins non comblés. Puis d'être curieuse par rapport à ça. Curieux. Qu'est-ce que ça te fait de m'entendre nommer cette conscience dans le pas de recul? Oui, l'intention est très importante derrière le pas de recul et merci d'avoir complété ma phrase. On voit que tu travailles tous les jours
avec ce pas de recul-là, avec la compassion aussi, l'empathie, comme tu parles. Moi, je connaissais pas cette étude de 7000 personnes qui connaissaient que 3 émotions. Alors là, franchement, ça me surprend. Ça me surprend, vraiment. Est-ce que tu penses qu'il y a une méconnaissance des émotions? Est-ce que tu penses qu'il y a une méconnaissance de reconnaître ces émotions? Dans ce que j'ai appris à propos de l'héritage culturel, je ne sais pas pour tous les pays, mais ce que je sais, c'est que le DSM, c'est un livre qui est utilisé par les psychologues, les psychothérapeutes, puis les professionnels dans le milieu de la santé mentale et du bien-être psychologique chez les gens. Donc, c'est un outil de travail pour les travailleurs sociaux, pour les intervenants. Et en 1960, dans le DSM, c'est inscrit pour définir les émotions que c'est quelque chose de suspect. Ah oui. On part de là. Là, j'ai pas de clarté sur à quel moment dans le DSM, puis pour la communauté de professionnels, c'est devenu OK de vivre des émotions, puis que ce n'était plus vu comme quelque chose de suspect, que c'était vu comme quelque chose, comme une énergie en motion qui est là pour nous laisser savoir que nous avons des besoins. C'est à ça que ça sert, les émotions. Donc, est-ce que ça se peut que ça soit, au niveau culturel, quelque chose de nouveau? Puis que ce soit encore nouveau de voir que c'est OK de vivre des émotions. Elles ont un sens. Plutôt que de vivre de l'inconfort avec puis de les refouler à tout prix. En 1960, c'est pas si loin. Hein? Ouais. Fait que moi, de me rappeler ce fait, de me rappeler puis de le partager, c'est comme si ça apporte un peu de douceur ou de bienveillance plutôt que d'être dans une exigence, de performer dans cet aspect-là de nos vies. Alors qu'au niveau culturel, c'est nouveau. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? À prendre en compte absolument quand on rencontre des émotions, comme on dit. Alors, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi non plus, mais positives et négatives. Oui, en fait, les émotions, oui, il y a certaines personnes qui les nomment comme étant positives ou négatives. Il y a des sentiments lorsque les besoins sont satisfaits, il y a des sentiments lorsque les besoins sont insatisfaits. D'amener cette perspective-là peut avoir un impact différent. Parce que si j'étiquette l'émotion de tristesse ou peut-être pour d'autres de colère comme quelque chose de négatif, ma capacité d'accueil de ces émotions-là devient-elle limitée ou diminuée pour moi et pour les autres? Parce qu'il y aura d'autres humains que je vais rencontrer dans mon quotidien, dans ma semaine, dans mon mois, qui vont vivre des émotions. Ça fait partie de l'expérience humaine. Fait que, quel est l'impact dans mes relations lorsque je perçois des émotions comme négatives? Est-ce que ça teinte ma capacité de compassion puis d'empathie pour les autres? Ou est-ce que rapidement, je vais avoir tendance à dire « ça va passer, pense pas à ça, tu t'en souviendras plus la journée de tes noces. » Oui, cette expression, oui. Alors, une réponse d'empathie pourra être juste de rester en présence silencieuse si j'ai pas de mots à dire. Puis juste écouter en silence. Juste être là. Et surprenamment, ça se peut que l'autre personne dise « Merci, tu m'as beaucoup aidé. » Alors que j'ai rien dit. C'est vrai. Non, mais une présence, une oreille, une écoute aussi. Être à l'écoute, c'est ce qui manque aussi, cruellement.
Hmm. Comment ça se passe une séance avec toi, Caroline? Est-ce que tu as des exemples de situations? Pourquoi on vient te voir? Comment ça se passe? Je suis curieuse de répondre à cette question-là. Il y a différentes raisons ou il y a différents besoins qui sont là pour les gens qui font des accompagnements avec moi. D'abord, il y a des familles qui ont le goût d'avoir du soutien parce que justement, ils se rendent compte qu'entre leur capacité à communiquer avec bienveillance puis apprendre à leurs jeunes les compétences d'empathie et là où les jeunes sont, parce que de plus en plus dans les écoles ou dans les milieux de garde même, il y a des notions par rapport aux émotions qui sont amenées, puis que parfois ils se rendent compte qu'il y a comme une marge entre les deux, puis qui ont envie de plus de cohésion, de vivre un partage et d'avoir du soutien pour développer ces compétences-là en famille. Alors, il y a des familles qui font appel à moi pour recevoir du soutien dans le développement de compétences d'empathie, que j'amène sous forme de jeu, sous forme dynamique pour que ça ait du sens, puis que nous puissions pratiquer les différentes compétences d'empathie et de communication non violente. Il y a aussi des individus qui ont besoin d'empathie, puis qui se rendent compte qu'elles n'ont plus le goût de saturer leurs amitiés avec leurs besoins d'empathie, puis qui ont envie d'en prendre responsabilité pour recevoir un soutien professionnel dans un cadre sécuritaire de confidentialité, de disponibilité, qui est différente que lorsque nous parlons à une amie, par exemple. Puis, je soutiens à démêler des nœuds. Des nœuds qui sont là avec des émotions entremêlées, dans des situations aussi qui reviennent en boucle pour découvrir, mais qu'est-ce qui fait que ça revient en boucle? Au travers de ça, je soutiens à transmettre les compétences d'empathie et de communication pour soutenir les personnes à vraiment avoir plus de clarté par la connexion à soi. Il y a aussi des couples qui viennent me rencontrer parce que ils se rendent compte qu'il y a des situations conflictuelles qui reviennent puis qui ont beaucoup d'impact de créer de l'inconfort, puis pour lesquels ils ont besoin de soutien parce que c'est comme si ça devient quelque chose comme une impasse, comme si la capacité à voir le nœud, puis à voir le fil du nœud est limitée, puis la capacité à le dire sans jugement, à se dire avec authenticité, ils se rendent compte que ça devient insatisfaisant, puis qu'ils ont envie d'avoir du soutien pour apprendre à se dire, à se nommer, tout en recevant de l'empathie, puis quelqu'un de neutre dans la situation, qui va pas avoir de parti pris, mais qui va soutenir le dialogue. Est-ce qu'on peut te comparer à un médiateur? Je peux pas prendre le titre de médiatrice parce que ça, c'est un titre reconnu, entre autres par des gens qui sont juges ou notaires ou avocats, avocates, qui vont se spécialiser dans cette avenue-là. Bien sûr. Dans le fond, de soutenir le dialogue. Oui, je peux exprimer ça. Je peux faciliter un dialogue pour qu'il puisse être vécu avec plus de connexion, plus d'écoute, plus d'empathie. Absolument. Puis, faciliter des réunions aussi parfois pour que ça soit plus doux,
puis qu'il y ait une structure de bienveillance au travers. C'est important, hein? Ça manque cruellement, vraiment. Je trouve que ta place est importante, puisque comme tu dis, tu démêles des nœuds, tu démêles des tensions, ou tu accueilles le message sans jugement et avec beaucoup d'empathie. Et on devrait avoir une Caroline tous. On devrait tous avoir une Caroline pour, pour nous. Je pense que c'est important. Et pour faciliter notre communication interne et à la fois, du coup, faciliter la communication avec les autres. Est-ce que tu... Oh, pardon. Puis j'ai le goût de poser une question. Qu'est-ce que ça prendrait pour s'offrir ce soutien, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre ou avec un organisme communautaire qui offre des services? Peu importe, c'est quoi votre stratégie pour recevoir du soutien? Qu'est-ce que ça prendrait pour que ça devienne complètement légitime de demander puis recevoir ce soutien-là? Une prise de conscience. Mais c'est pour ça qu'on fait la vidéo aujourd'hui. Je pense que ça atteindra les personnes que ça atteindra, mais peut-être une prise de conscience, vraiment, puisqu'on ne nous l'a pas appris au final. Donc, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui sont là et qui nous rappellent à quel point c'est important. Et moi, j'adore ce que tu fais rien que pour ça, vraiment. Est-ce que tu as un conseil ou une astuce qu'on peut mettre tout de suite en place, admettons, pour les personnes qui nous regardent, vraiment tout de suite, après la vidéo? Certainement. Ouais. Alors, j'ai choisi que ça soit une astuce simple, accessible. Génial. Peut-être que pour certaines personnes, ça peut demander un effort. Toutefois, je considère que c'est quelque chose d'accessible. Je vous invite à être curieux puis curieuse. Juste là. Puis là, juste pour nous relier avec l'énergie de curiosité, je vous invite à vous rappeler quand vous aviez 4 ans, 3 ans, petite enfance, là. Puis, selon vos intérêts, il y en a qui aimaient beaucoup les insectes, il y en a qui aimaient beaucoup les papillons ou les fleurs, ou peut-être quelque chose de la nature, ou peut-être de rencontrer des gens, selon notre personnalité puis nos intérêts. Mais je vous invite à vous souvenir peut-être d'un moment où ce que vous étiez là, curieux, curieuse dans la découverte. Peut-être avez-vous en mémoire un souvenir ou pas, puis c'est OK. Mais juste là, si vous n'avez pas accès à un souvenir personnel, peut-être vous pouvez vous souvenir d'avoir vu un enfant dans sa curiosité, de comme découvrir quelque chose de nouveau ou qu'il aimait beaucoup. Alors, cette énergie de curiosité, je vous invite, comme astuce, à l'utiliser au service de la connexion avec les émotions que vous vivez. Puis de choisir cette intention de curiosité pour porter un regard de découverte avec ce qui vous habite. Sans l'étiqueter comme positif ou négatif, je vais faire comme « Ah, OK, présentement, je suis en lien avec la colère » ou « Je suis en lien avec de l'anxiété », juste là. Respirez. Continuez à être curieux, curieuse. Présent, présente avec ce qui est là. Sans tenter de le changer. Juste être là avec l'émotion. Puis si vous vous rendez compte qu'il y a une émotion qui est là, puis que vous ne savez pas quel mot mettre dessus, astuce. Je vous invite à cliquer sur le lien qui sera disponible probablement sous la vidéo pour télécharger une liste de sentiments besoins. Puis d'être curieux, curieuse lorsqu'il y a une émotion qui émerge, que vous ne savez pas quel mot mettre dessus, de prendre la liste comme soutien, puis de découvrir quel mot vous interpelle.
Même si vous avez le goût de dire toutes ces réponses. C'est OK. Parfois, il y a des moments où le niveau d'intensité émotionnelle peut être élevé. Puis ça peut être OK de souligner plus de 5 mots. Déjà de faire cet exercice de curiosité, de connexion avec les émotions. C'est déjà un pas pour être soi-même, pour être authentique avec soi. C'est comme une forme d'honnêteté courageuse. Qu'est-ce que ça vous fait de m'entendre? Moi, j'ai un souvenir dans ma tête. J'ai un souvenir dans la tête quand as parlé de l'astuce à mettre en place. J'ai eu tout de suite un souvenir dans la tête et du coup, je le prends vraiment ce conseil avec beaucoup d'attention parce que ça me parle. Ça me parle beaucoup. J'ai mon souvenir dans ma tête. Je me souviens à quel point l'émerveillement, parce que la curiosité, c'est l'émerveillement. Et c'est étrange parce que je viens de lire un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro, euh, où c'est une personne qui est au Tibet, au Népal, pardon, et elle est avec un guide qui lui demande de s'émerveiller Mm. à tout ce qu'elle connaissait déjà, un lever de soleil, euh, entendre les feuilles dans les arbres au contact du vent, s'émerveiller de tout. Et, euh, et c'est ce qui nous... Bah, on a trop appris à ce que ce soit dans notre paysage, sans s'émerveiller de tout, alors que tout est un cadeau. Euh, et la curiosité fait renaître l'émerveillement pour moi, comme un enfant qui découvre. Nous, quand on découvre quelque chose, oh, ouais, carrément, non, c'est beau. Mm. Merci pour ton partage. Ça me remet en lien avec l'impact d'être présente, puis de se ramener dans l'instant présent. Puis ça me rappelle que dans ce choix d'être présente, c'est comme si tout d'un coup j'ai accès à voir la beauté qui est là autour de moi. Donc ça a beaucoup de sens que tu partages. Et ouais, être dans l'instant présent, la présence, important, l'émerveillement, important. L'empathie, donc tu nous as bien dit, merci parce que tu nous as tellement parlé d'empathie et à quel point c'est fondamental aujourd'hui. Être à l'écoute de ses émotions, à l'écoute des besoins qu'il y a derrière. Je pense que cette vidéo, elle devrait être vue par tout le monde. Euh, on devrait tous, comme je le répète, on devrait tous avoir une Caroline avec nous. Euh, Mm. Prendre conscience et ne pas étiqueter rapidement les choses, les émotions des autres, mais d'abord, ça part de soi. Mm. Puis merci à ceux et celles qui écoutent cette vidéo jusqu'ici, puis qui ont eu de la curiosité de nous découvrir, d'entendre, puis de peut-être se laisser inspirer par ce qui a été partagé. Puis, puis contente de contribuer ainsi à vous inspirer. Je serais curieuse de vous lire sur de quelle façon ça vous inspire, ce qui est partagé dans cette vidéo. Génial. Je te laisse dire ta phrase à chaque fois qu'on s'est eu par téléphone, Caroline et moi. Et je te laisse poser ta dernière question de d'habitude. Ma dernière question de d'habitude. Ah oui, dis-moi, avec quoi est-ce que tu termines ce temps ensemble? Qu'est-ce qui est là? Un mot ou une phrase? Du calme à l'intérieur. Euh, beaucoup de, ouais, beaucoup de calme, être paisible. Moi, ta voix, elle m'apaise. Ouais, je vais terminer sous ce mot-là, calme. Je suis paisible. Hmm. Pour moi, c'est confiante, ravie, puis nourrie de cet échange avec toi, Charline. Merci. Waouh. Génial. Merci beaucoup, Caroline, en tout cas, pour ton temps. Ça fait plaisir.